8h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Chômage en hausse, urgence climatique et croissance déséquilibrée. Autant de défis communs à relever pour la zone méditerranéenne. Les pays des deux rives se serrent les coudes au niveau du Forum régional de l'Union pour la Méditerranée. Forum qui tient sa 7e édition à Barcelone avec la participation du Maroc. Des opérateurs du secteur logistique et du transport marocain et espagnol en conclave à Tanger, mettre en place une logistique à la hauteur de la dynamique économique et de coopération enclenchée entre les deux rives du détroit. Jour 5 de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Les sélections du monde se disputent le sacre planétaire et drainent des foules d'aficionados du ballon rond. Une grand-messe footballistique que suit pour nous notre chroniqueur Boukr Mrabrit. Bonsoir. L'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 à 18h sur l'ensemble du territoire national. La décision entre en vigueur en vertu d'un projet de décret adopté ce jeudi en Conseil de gouvernement et ce en vue de continuer à assurer l'efficacité et l'efficience des mesures prises par les autorités publiques afin de lutter contre la propagation de la Covid-19. Réunis donc en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch, l'exécutif a également adopté 2 projets de décret. Le premier fixe le seuil du régime de l'assurance maladie obligatoire relatif aux personnes incapables de prendre en charge les frais d'adhésion. Tandis que le deuxième porte sur le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale relatif aux personnes incapables de prendre en charge les frais d'adhésion. Le chef de gouvernement s'est par la suite informé de la convention sur l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale. Confrontés à des défis communs, les deux rives de la Méditerranée associent leurs forces pour une meilleure intégration régionale. Le credo est au cœur des travaux du Forum régional de l'Union pour la Méditerranée. C'est à Barcelone, à mi-chemin entre le nord et le sud, que ce forum ministériel tient aujourd'hui sa 7e édition avec la participation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les développements, Imen Ablou. Les crises de la Méditerranée ne sont pas passagères, elles sont structurelles. Le constat est fait. Place à la réflexion ici à Barcelone. Les écarts se creusent de jour en jour entre les rives nord et sud de Mare Nostrum. Il faudra conjuguer les efforts pour réduire les écarts entre les deux rives de la Méditerranée. C'est l'une des régions les moins inclusives au monde. Les déséquilibres et les inégalités s'amplifient ces dernières années. Le PIB de la rive sud est 6 fois inférieur à celui de la rive nord. La Méditerranée, une région également secouée et divisée par des crises de tout genre. Le partenariat est appelé à se rénover pour apporter les réponses qu'il faut au mot d'un espace commun. L'asile et la migration sont des défis de taille. Ils s'exacerbent à cause des conflits et des menaces qui déchirent plusieurs pays de la rive sud, où bien souvent l'espoir cède la place au désespoir. Les dérèglements climatiques sont aussi une autre menace qui change notre espace et le rythme de nos saisons. Pour l'heure, les moyens ne sont pas à la mesure des défis. La réponse passerait sans doute par un véritable co-développement entre les 42 États membres de l'Union pour la Méditerranée. Pour plus d'éclairage autour de cette dynamique positive de coopération, Abdelkader El-Khissassi, secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée en charge de l'économie et de l'emploi, nous rejoint en direct depuis le siège de l'UPM à Barcelone. Bonsoir, monsieur Khissassi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Le Maroc se place en leader en matière de coopération euro-méditerranéenne. Ce rôle majeur du Royaume se confirme-t-il aujourd'hui à travers sa participation à ce conclave ? Effectivement, la participation marocaine était très brillante aujourd'hui. Monsieur le ministre Nasser Bourita a insisté sur la nécessité de trouver les solutions. Et on ne doit pas se focaliser uniquement sur une analyse des constats qui sont factuels et réels. Nous devons vraiment trouver des solutions et agir ensemble. Donc la participation marocaine a insisté sur ce sujet-là et a démontré le chemin.
Monsieur Rissassi, la rencontre aspire à baliser le chemin pour une stabilité et une prospérité partagée au sein de la zone méditerranéenne. Quelles sont les priorités communes fixées à l'ordre du jour de cette réunion ? Il s'agit d'une réunion ministérielle annuelle. C'est la 7e réunion, le forum régional de l'UPM. Aujourd'hui, il y avait plusieurs thématiques, notamment les thématiques liées au changement climatique, les énergies, l'impact des crises et les questions de jeunesse. Et également plusieurs sujets d'actualité. Donc les ministres, ils ont exposé les situations de leur pays et le Maroc a analysé également la situation au niveau de la Méditerranée, mais a offert des solutions et a proposé des solutions concrètes et a demandé de rehausser le rôle de l'UPM en matière régionale. Vous faites de ce protagonisme justement méditerranéen votre fer de lance à l'UPM. Aujourd'hui, 14 ans après sa création, comment votre organisation continue d'œuvrer en faveur du rapprochement des deux rives ? L'organisation agit selon les moyens et le cadre politique offert. Donc, elle agit dans un cadre multilatéral. Nous agissons dans un contexte qui est assez compliqué sur le plan régional et sur le plan international, mais nous aspirons à améliorer le rôle de l'organisation pour trouver des solutions communes et également trouver des négociations qui pourraient aboutir à des solutions sur l'échelon régional, notamment pour les conflits et les questions qui touchent les questions d'emploi, les questions économiques, l'impact de la crise Covid et également les crises liées à la sécurité alimentaire. Donc je pense que certains pays de la région ont le leadership en matière de la sécurité alimentaire, notamment le Maroc, et je pense que le Maroc pourrait jouer le rôle de leader dans ce domaine. Également en matière énergétique, nous savons très bien que le Maroc avec le Nigeria, on insiste sur le gazoduc qui peut être une solution efficace pour régler les problèmes à la fois de la région et à la fois pour l'Europe. Je pense qu'également les énergies renouvelables, les énergies vertes sont une solution que le Maroc pourrait offrir actuellement et dans l'avenir. Monsieur Abdelkader El Rissassi, secrétaire adjoint de l'UPM en charge de l'économie et de l'emploi, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct avec nous depuis le siège de l'UPM à Barcelone. Elle est justement l'une des plus belles baies de la Méditerranée, à moins de 15 km des côtes espagnoles. Tanger s'érige en trait d'union incontournable entre les deux rives. La cité du Détroit accueille la 9e rencontre maroco-espagnole du secteur maritime, du transport et de la logistique. L'événement s'est ouvert aujourd'hui, l'occasion pour les logisticiens du Maroc et d'Espagne d'entrer en contact. Nesrine Hamdawi. Des opérateurs du secteur logistique et du transport espagnol et marocain se sont donné rendez-vous à Tanger. Objectif, insuffler une bonne dynamique aux relations économiques et commerciales entre les deux pays voisins. Cela passe par une infrastructure portuaire et logistique de qualité. اليوم المشاركة ديالنا في هذا اللقاء كتدور حول المنافسات المقاولة. Notre participation à cette rencontre porte sur la compétitivité des entreprises marocaines dans les domaines de la logistique et des transports. Avec les perturbations que connaît le monde suite à la guerre déclarée au cœur de l'Europe et à la pandémie, l'idée d'aller produire en Chine ou en Asie du Sud est révolue. Maintenant, le Maroc devient de plus en plus attrayant en raison de sa proximité du marché européen. Aujourd'hui, le Maroc représente un important débouché pour les exportateurs espagnols. Son potentiel est évalué à près de 45 milliards d'euros. Le Royaume constitue le premier marché africain et le 3e en dehors de l'Union européenne pour les exportateurs du voisin ibérique. Le Maroc est bien entendu un marché très important pour nous. Nous effectuons plus de 20 000 voyages entre le Maroc et l'Espagne. Nous disposons d'une énorme capacité au niveau du sud de l'Europe pour pouvoir accompagner nos clients ici au Maroc et sur le marché ibérique. Le Maroc a misé fortement sur les infrastructures portuaires pour mieux profiter de ses potentialités. Sa vision portuaire, lancée en 2012, est axée sur la mise en place de ports performants afin de positionner le pays comme un véritable hub sur le bassin méditerranéen. Et c'était un sujet réalisé par Amina Saïd Najah et Anissa Boumehdi.
Tangemed, justement, Tangemed Port Authority qui vient de dresser le bilan de son activité à fin septembre dernier. Le complexe portuaire a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,35 milliards de dirhams. C'est 11% de plus qu'à la même période un an auparavant. Les investissements sont de l'ordre de 544 millions de dirhams. Son endettement consolidé s'est établi à 10,1 milliards de dirhams, dont 5 milliards de dirhams d'emprunts obligataires. C'est au même niveau par rapport à la fin 2021. Tangemed Port Authority révèle 84 millions de tonnes de marchandises traitées à fin septembre 2022 et 28 millions de tonnes traitées durant le troisième trimestre de 2022. Prenons à présent le pouls à Doha, toujours en compagnie de Boubkar Benrabret. La chronique Coupe du Monde, c'est tout de suite. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Myriam. L'aventure à Doha ne fait que commencer pour les Lions de l'Atlas. Nous sommes à J-3 du prochain match donc face à la Belgique. Ces 3 jours ne sont pas de tout repos pour les Lions de l'Atlas, Boubkar. Bien entendu, il va falloir reprendre des forces pour affronter la Belgique dimanche. Aujourd'hui également un match très important, c'est l'entrée en lice du Brésil, nous en parlerons tout à l'heure. Mais concentrons-nous aujourd'hui, ce soir, sur les Lions de l'Atlas qui poursuivent donc sereinement leur entraînement pour affronter, nous le disions d'ailleurs, la Belgique dimanche. Un second match de groupe qui aura toute son importance pour la suite de la compétition, et qu'il faudra surtout bien négocier pour garder intactes les chances de qualification en huitième de finale. Walid Regragui reste très confiant face à la Belgique qui hier a réussi une courte victoire dans la douleur face au Canada. Le match nul, donc 0 partout face à la Croatie, est un résultat très positif et nous allons revenir sur les déclarations de Walid Regragui à propos de cette rencontre qui, il faut le dire, remonte un petit peu le moral pour avant d'affronter la Belgique. Walid Regragui nous en parle et nous parle également des 2 autres rencontres. Bon, sincèrement, on est tombé sur une belle équipe. Ils ont un milieu de terrain de très très haut niveau, ça a beaucoup couru. Ils ont beaucoup de mouvements, ils ont une qualité technique au-dessus de la moyenne. On a essayé d'être en bloc, de leur créer des problèmes. On a voulu peut-être trop les respecter par moment, mais on a mis beaucoup d'intensité, on a eu de la fatigue à la fin. Mais c'est un bon résultat contre les vice-champions du monde. Commencer le tournoi par un match nul, ça nous laisse encore 2 matchs pour se qualifier. Je veux dire bravo aux gars. C'était compliqué aujourd'hui, mais ils ont montré qu'on était une belle équipe. Une très belle équipe d'ailleurs, mais nous avons 2 joueurs blessés. Il s'agit de Hakimi et Mzraoui. Le docteur Abdelrazak Ifti nous donne plus de précisions. Nous l'écoutons. فعلا عندنا 2 اصابات في المنتخب. الاصابه الاولى ديال مزراوي كي شفتوا في المباراه الاخرى. 2 de nos joueurs ont été blessés. Le premier, c'est Mzraoui lors du dernier match disputé contre la Croatie. Il a été touché au niveau du flanc gauche. Il a subi des examens médicaux et jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il peut jouer dans les matchs à venir. D'autres examens lui seront réalisés et on sera fixé dans 48 heures. فيما يخص اللاعب أشرف كيف شفتوه في واحد لو سبرينت. Pour ce qui est d'Ashraf Hakimi, au cours d'un sprint, il a ressenti une douleur au niveau de sa cuisse droite. Ses examens ont été plutôt rassurants. C'est une blessure légère. Il va falloir redoubler de vigilance. الميدان ديال الرياضة خاصنا نكونوا faire très très attention. Prompt rétablissement à Hakimi et Mzraoui. On a besoin d'une équipe au complet pour pouvoir défier donc les Diables Rouges, les 3e du Mondial 2018 dimanche prochain. Donc les Diables Rouges qui se sont imposés difficilement hier face au Canada. Beaupré. Effectivement, la Belgique froidement réaliste et sauvée par son gardien Thibaut Courtois a remporté une courte victoire 1-0 face à une courageuse équipe du Canada. La rencontre a effectivement été largement dominée par les Canadiens qui aurait pu d'ailleurs, Myriam, ouvrir le score dès la 11e minute si Alphonso Davies avait mieux tiré sur un penalty consécutif à une faute de main de Yannick Carrasco. Difficile de croire donc que les 40 000 spectateurs du stade Ahmed Ben Ali ont assisté à une rencontre opposant la 2e nation au classement FIFA, 3e de la Coupe du Monde de 2018, à une équipe inexpérimentée
seulement 41e mondial. On est moins fort qu'en 2018, avait prévenu d'ailleurs Eden Hazard avant la rencontre. Alors, je rappelle donc les résultats de tout ce groupe F avec le classement Maroc-Croatie, bien sûr 0-0. La Belgique a battu le Canada 1-0. Au classement, la Belgique est en tête avec 3 points, suivi du Maroc 1 point, la Croatie 3e avec 1 point et le Canada 0 point. Pour ce qui est des résultats des matchs du groupe G et H, pour le groupe G, la Suisse a battu le Cameroun 1-0. Le Brésil entrera en scène ce soir à 20h face à la Serbie. Pour ce qui est du groupe H, eh bien l'Uruguay et la Corée du Sud 0 partout. Et le Portugal, à l'instant où je vous parle, la rencontre a dû se terminer à l'instant, 3-1 pour le Portugal qui a bénéficié d'un penalty tiré par Ronaldo. Et pour ce qui est des programmes du match de demain, vendredi, groupe A, le pays organisateur, le Qatar, va essayer de se rattraper face au Sénégal. C'est à 14h. Et puis nous avons les Pays-Bas face à l'Équateur, c'est à 17h. Et à propos de la rencontre Qatar-Sénégal, nous écoutons le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, qui nous parle de cette importante rencontre face au pays organisateur, le Qatar. Effectivement, demain, c'est un match très très important pour les deux équipes. Vous savez, dans des compétitions de ce niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre premier match, comme tu le dis, on est dos au mur sur le deuxième match. Mais j'ai envie de dire que notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eu à jouer qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence. Depuis 7 ans que nous sommes là, nous les avons joués. Donc à nous justement de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été dos au mur. Voilà, bonne chance aux deux équipes et que le meilleur gagne. Je rappelle très rapidement, groupe B, Pays de Galles également demain face à l'Iran, c'est à 11h et l'Angleterre jouera les États-Unis à 20h. Boubkar, cap à présent sur le cœur battant de cette Coupe du Monde, Doha, qui accueille des supporters des 4 coins du monde. Effectivement, l'ambiance monte crescendo dans les rues de Doha. Le souk et la corniche où convergent les supporters après le coucher du soleil sont remplis de monde. L'ambiance est festive. Les supporters marocains se sont, rappelons-le, déplacés en nombre au Qatar pour encourager les Lions de l'Atlas. Il faut dire que le foot est un sport populaire et fédérateur. On reste un petit peu dans cette ambiance. Un bel afflux Boubkar estimé quand même à 2 millions de visiteurs, parmi lesquels plusieurs milliers de Marocains sont aussi présents. Allez, place à présent notre top 30 des meilleurs buteurs de toute l'histoire du football. Ce top 30 nous fait voyager ce soir à plus de 70 ans en arrière. Alors je viens de le dire Boubkar, ce top 30 nous fait voyager plus de 70 ans en arrière, la Coupe du Monde de 1950. Effectivement, et il était le joueur star de ce mondial. Durant la compétition, Ademir de Menezes a inscrit pas moins de 8 buts, faisant de lui le meilleur buteur. Tout comme Juste Fontaine, Sander Kodzic ou bien encore Guillermo Sabil, Ademir a marqué la totalité de ses buts en Coupe du Monde lors d'une seule édition. Et on en arrive, Mariam, au mot de la fin. Si je vous dis le joueur qui a écopé d'un carton rouge, ça a été le carton rouge le plus rapide de toute l'histoire de la Coupe du Monde, eh bien, il est uruguayen. Il s'agit de José Batista. C'était au Mondial de 1986, après 56 secondes de jeu seulement. C'était face à l'Écosse. C'est une grave faute sur le joueur écossais Gordon. Carton rouge sorti d'ailleurs par l'arbitre français Joël Quignou.
Merci Boubker. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle chronique et pour d'autres records plus fous du football. Et pour parler plus longuement d'équipe nationale qui jouera, je rappelle, donc dimanche face à la Belgique. Justement, merci Boubker. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On en arrive à sa fin. À 20h30, le retour d'information avec le journal Aïssa. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.